Action! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit et notamment bonjour Olivier avec qui je discute très souvent d'agilité en allant au marché, c'est toujours très inspirant. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle sur les actions de rétrospective. Alors pourquoi exceptionnel? Parce que les actions de rétro c'est très important dans les processus agiles, les processus itératifs notamment. Et on a une playlist sur la chaîne qui parle des rétrospectives, mais qui n'a jamais traité réellement ce sujet en profondeur des actions de rétrospective. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus avancée sur l'agilité, sur les rétrospectives que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé pour faire cette vidéo et je vais vous en parler dans un instant. Alors, tout d'abord, je vous remontre la chaîne de rétrospective, donc la playlist sur les rétrospectives. Donc ici, vous avez toutes les playlists qui vous présentent des templates de rétro, comment animer des rétrospectives. Mais donc là, aujourd'hui, on va aller quand même plus loin sur les actions de rétrospective, comment on peut améliorer une équipe, comment on peut prendre des actions concrètes pour s'améliorer. Donc voilà, donc ça va être très intéressant et ça va même être une série de vidéos. Donc tout d'abord, la rétro, je rappelle, donc ça, ce schéma est très connu. C'est un dessin adapté, j'ai repris un dessin connu, je l'ai fait à ma sauce avec l'IA. Eh bien, donc là, vous avez des gens qui poussent et qui tirent une charrette avec des roues carrées, quelqu'un qui qui propose des roues rondes qui seraient plus efficaces et ils disent non merci, on est trop occupé. Donc la rétrospective, c'est vraiment très important de prendre ce moment pour se poser des questions et pour prendre des actions. Et les actions elles-mêmes, par exemple monter des roues rondes sur une charrette avec des roues carrées, ça peut prendre du temps, mais il faut le faire si on veut vraiment s'améliorer, si on veut vraiment gagner en efficacité. Et bien sûr, c'est le rôle du Scrum Master ou de la Scrum Master de proposer ça, d'être garant de ça, de ce process, mais c'est pas toujours facile. Et donc aujourd'hui, c'est les actions de rétrospective. Je l'ai déjà répété plein de fois. Je vais vous expliquer tout le cheminement qu'il y a derrière cette vidéo, comment je l'ai fabriqué. Mais là, il va y avoir une petite introduction où je vais vous présenter un peu comment j'ai identifié ces actions de rétrospective et fait des catégories d'actions de rétrospective. Et ça va vous aider, si vous êtes Scrum Master notamment ou coach agile, à accompagner vos équipes, à leur proposer des actions. Parce que avec ce catalogue d'actions, en fait, les actions normalement elles sont censées sortir de l'équipe, mais c'est pas toujours facile d'identifier des actions concrètes. On pense pas toujours à tout, et il y a des patterns récurrents, des actions récurrentes, classiques, qui reviennent un peu tout le temps et qu'on va pouvoir proposer pour guider l'équipe, donc qui pourra les accepter ou non. Mais voilà, ça va aider, ça va accélérer le processus. Alors, dans mes vidéos de rétrospective habituelles, je vous propose toujours un plan d'animation de rétro avec le suivi des actions de rétrospective, à commencer plus ou moins par ça. Les actions qui ont été prises dans les précédentes rétros, est-ce qu'elles sont réalisées ou non, qu'est-ce qui bloque, etc. Donc ça apparaît toujours dans l'animation, mais finalement, je n'ai pas encore tellement parlé de ces actions de rétrospective dans le détail, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, la partie principale de la rétrospective, là où on discute des sujets, la partie brainstorming, j'aime bien ce schéma, cette icône avec des bulles qui se croisent et qui donnent une idée, hein. Ça représente le dialogue entre plusieurs personnes qui vont avoir une idée issue du dialogue. Eh bien, c'est censé aboutir à des actions, hein, que je représente ici par ce petit clap de cinéma. Et donc, comment aboutir à ces actions? Eh bien, c'est pas toujours facile, mais on peut avoir une petite idée avec un catalogue d'actions. Alors ici, j'ai toujours mon slide habituel où je dis qu'il faut noter les actions et les suivre, mais je vais passer très vite là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui m'a donné cette idée? Eh bien, alors c'est avec quelqu'un d'autre. C'est donc au début de la série rétrospective sur la chaîne. Donc c'est Renaud, hein, tu te reconnaîtras. Bonjour Renaud, je te salue également dans cette vidéo. Qui m'a dit que, qui n'est pas expert de l'agilité, même s'il fait de la gestion de projet sur des projets très complexes, mais pas forcément en agilité. Eh bien, qui m'a dit qu'il aimerait bien avoir une idée des actions de rétrospective. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait si on n'a jamais fait de rétro, si on n'a jamais fait d'agilité, et même si on est dedans, c'est pas toujours facile d'identifier ces actions. Moi-même, j'accompagne des équipes lors de rétrospectives, et c'est vrai que parfois on a du mal à identifier des actions. Ça peut être un peu forcé parfois. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très riche et de fondamental parce que c'est ce qui va permettre de s'améliorer. Alors, comment j'ai fait pour... Je vous montre donc le prompt, hein, bien sûr, je me suis assisté de l'IA. Alors, c'est assez rare que je m'assiste de l'IA pour le contenu des vidéos. Toutes mes images sont faites par IA. En général, le contenu, je fais ça au feeling directement dans les slides. Mais là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'IA.
Donc, vous aurez la conversation en lien dans la description de cette vidéo. Donc, alors mercredi à 2h40, ah oui, voilà, bon, alors j'ai travaillé très tard. Alors pourquoi 2h40, pourquoi mercredi oui, bah, ça doit être là que j'ai lancé ce prompt, mais en réalité, je l'ai fait surtout ce week-end, surtout hier et aujourd'hui, et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là, j'ai identifié déjà de moi-même un certain nombre d'actions de rétrospective. Donc voilà, de par mon expérience, etc. Donc j'ai fait une liste. J'ai demandé à l'IA si j'avais oublié quelque chose. Alors qu'est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que je lui ai demandé de me faire des catégories? Je ne sais plus. Est-ce que tu vois d'autres actions? Quelles sont les catégories? Classe les différentes actions. Donc je lui ai demandé de classer, de me faire des catégories, de me trouver des autres actions. Donc l'IA a fait beaucoup de catégories et m'a trouvé énormément d'actions en plus. Donc j'en ai mis une petite vingtaine et en tout j'en ai, je crois, 90 ou quelque chose comme ça. Donc l'IA m'a proposé ça. Après, j'ai retravaillé tout ça. Donc là, via un fichier TXT que je vous montre ici, j'ai identifié des catégories. Eh bien, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'en ai fait un tableau complet que je vous montre ici et que je vais vous présenter juste après. Mais tout d'abord, alors l'IA n'a pas identifié ces catégories. Là, c'est peut-être un peu trop abstrait, mais en tout cas, vous allez voir, c'est assez simple et c'est vraiment fondamental. Donc, ce schéma-là, qui paraît très simple et très basique, donc c'est moi qui l'ai fait directement dans Google Slides, il représente n'importe quel projet. C'est une abstraction de n'importe quel projet. Dans n'importe quel projet, vous retrouvez ça. Donc, vous avez toujours une équipe. Alors, j'aime bien partir de l'équipe en tant que Scrum Master parce qu'on accompagne des équipes. Hein. Donc, vous avez une équipe constituée de gens, de développeurs, etc. Mais pas que de développeurs. Bon, l'équipe au sens large, un groupe de gens. Il y a un produit à réaliser. Donc un produit, moi je me place plutôt dans les produits logiciels, mais ça peut être plus abstrait que ça peut être autre chose, mais bon, disons un logiciel. Donc le produit qui est à réaliser, ce qui doit être fait, c'est décrit par le ou la product owner, qui vont définir le besoin métier, définir ce qui doit être réalisé. Et l'équipe, elle est dans un certain contexte. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc les contextes, ça peut être des aides, ça peut être des contraintes. Par exemple, si on est dans un train safe, l'équipe va être à côté d'autres équipes qui travaillent sur le même produit dans un train safe. Donc ça, c'est tout ce qui est contexte de l'équipe. Et pour réaliser son produit, l'équipe va faire des plans, va planifier. Donc là, j'ai mis plan. Là aussi, c'est un terme assez abstrait, un peu fourre-tout. Mais le plan, ça va être tous les mécanismes d'organisation au quotidien que l'équipe va mettre en œuvre afin de réaliser un produit. Donc là, vous avez 4 catégories. Équipe, produit, contexte, plan. Donc les actions de rétrospective qu'on va pouvoir mettre en place, elles vont pouvoir intervenir sur le fonctionnement de l'équipe, le fonctionnement interne, sur la compréhension du besoin métier, sur le produit, sur la technique liée au produit, donc les techniques informatiques liées au produit en lui-même, pas forcément au fonctionnement interne de l'équipe, mais au produit. Les actions de rétrospective vont pouvoir intervenir sur le contexte de l'équipe, si on a des frictions avec le monde extérieur, si on a besoin d'une autre équipe, par exemple dans le cadre des dépendances, tout ça, ça va être dans le contexte autour de l'équipe. Ça ne va pas décrire le fonctionnement interne de l'équipe, mais les relations de l'équipe avec tout son environnement, que j'ai appelé ici contexte, j'aurais pu appeler ça environnement aussi. Et enfin, on va pouvoir intervenir sur la manière dont on planifie, dont on fait des plans pour réaliser le produit. Donc ça, c'est 4 grandes catégories. Donc toutes ces actions de rétrospective, donc qui sont ici, là je les ai reclassées, hein, là c'est vraiment un premier jet fait avec l'IA un peu rapidement. Donc là, je les ai reclassées dans un tableau. Alors la présentation, il n'y a plus d'autres slides je crois. Non, il n'y a plus d'autres slides. Ça sera dans un tableau Google Sheet où vous avez toutes les actions de rétrospective représentées ici, donc avec des schémas. Et maintenant, je vais vous les présenter, les discuter un petit peu. Est-ce que je peux bloquer cette ligne-là ? Tac, figer la ligne 1, voilà, comme ça on a la légende en haut. Donc là j'ai mis portée, alors portée des catégories, bon je ne savais pas quel mot trouver, dites-le en commentaire si vous avez un meilleur mot. Donc là, dans la première colonne, j'ai mis la grande catégorie la grande catégorie des actions. Donc la catégorie principale, la portée principale, donc c'est-à-dire équipe, produit, alors là contexte et plan, voilà. C'est ce que je vous ai présenté avant avec le même code couleur que j'ai présenté ici. Alors, on ne va pas passer en revue toutes les actions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Combien il y en a? À peu près 90. Donc là, 96 lignes, mais il y a la première ligne, donc 95. Il y a quand même 95 actions de rétrospective que j'ai identifiées et catégorisées à l'aide de l'IA. Ensuite, vous avez une catégorie ici et ici, vous avez l'action concrète. Donc,
Ça c'est voilà, donc ça, comme disait tout à l'heure Olivier au marché, ça ressemble un peu à une catégorisation comme les topoi de Aristote dans la philosophie grecque. Donc là, chez Aristote, c'est des patterns de rhétorique, hein, mais là c'est un peu la même idée. C'est des patterns, des patrons de conception, des schémas d'action pour des actions de rétrospective, donc qu'on va pouvoir utiliser pour s'inspirer, pour accompagner une équipe. Donc bien sûr, il faudrait tous les avoir en tête, mais bon, c'est pas si compliqué que ça avec l'expérience. Voilà. Alors bien sûr, on n'a pas forcément tout en tête de manière exhaustive, mais là, dans mon premier prompt, j'en avais mis une petite vingtaine comme ça pour démarrer. Donc maintenant, on va passer en revue ces différentes actions de rétrospective. Et je vais vous les commenter brièvement. On va pas tout commenter. Je pense qu'on fera même pas toute la partie équipe dans cette première vidéo, parce que sinon la vidéo va être trop longue. J'aurais pas mal de choses à dire, mais vous voyez que je vous ai illustré aussi chaque catégorie, voilà, avec un petit schéma illustratif. Donc, on commence par la première catégorie, donc des actions de rétrospective qu'on peut faire à l'issue d'une rétrospective, que les team members peuvent décider ou que vous pouvez proposer à votre équipe pour accompagner les team members. Donc, c'est tout ce qui va être développement de compétences et partage de connaissances au sein de l'équipe. Donc, en général, hein, bien sûr. Alors, ces actions, je ne les ai pas travaillées dans le détail, donc il peut y en avoir qui se recoupent, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour inspiration. Donc ici, je vous ai mis, par exemple, un team member qui va faire une explication technique, architecture, voilà, l'équipe qui est ici. Donc, par exemple, ça peut être solliciter un expert externe. Par exemple, sur un sprint ou sur un nouveau projet qui démarre, on a besoin d'une compétence technique particulière qu'on n'a pas forcément dans l'équipe. Par exemple, ça peut être une compétence technique ponctuelle. Sur un sprint ou plusieurs sprints, on va avoir, mettons, sécuriser l'application, mais l'équipe qui est experte en développement front et back et qui comprend bien son logiciel, mais n'est pas forcément experte en sécurité informatique parce que c'est très spécifique, c'est très technique, c'est délicat. Donc, elle va pouvoir solliciter un expert externe pour le temps de quelques sprints ou pour des ateliers, des sessions autour de ce sujet de la sécurité. Donc ensuite, idée d'action suivante, organiser une formation pour l'équipe. Donc là, ça va être un peu la même chose, acquérir de la compétence qui vient de l'extérieur, mais là, ça sera plus durable. Donc une formation, c'est s'il y a vraiment un besoin pérenne. Par exemple, mettons, l'équipe doit migrer l'application sur le cloud. Avant, c'était sur des machines virtuelles classiques, gérées dans l'entreprise, et on décide de migrer sur le cloud Amazon. Par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire sur CinePS. Eh bien, si l'équipe ne connaît pas le cloud Amazon et que il faut apprendre. Hein. Il y a tout un tas de spécificités, tout un tas de modes de fonctionnement, etc. Eh bien, si c'est un besoin qui va durer dans le temps parce que c'est un choix stratégique de migrer l'application dans le cloud, il va falloir que l'équipe bénéficie d'une formation. En tout cas, c'est une idée d'action de rétro. Donc, on va identifier ce besoin de formation et ensuite le demander au management, à l'entreprise, etc. de planifier une formation de manière à pouvoir réaliser. Est-ce que si je zoome, est-ce que c'est encore visible les dessins? Allez, on va dire que oui. Hop, on va faire comme ça. Donc, on va pouvoir demander d'avoir ces formations et pour former toute l'équipe. Organiser des réunions de partage de connaissances au sein de l'équipe. Donc là, ça va être en interne. Ça va être quelqu'un qui a une connaissance particulière qui va l'expliquer aux autres développeurs, par exemple, si c'est des connaissances autour du développement. Donc dans l'agilité, il y a le concept de community of practice, communauté de pratique, où normalement c'est le lieu privilégié pour s'échanger des pratiques de développement, des techniques, etc. Mais bien sûr, ça peut. Alors soit on n'a pas de community of practice institutionnalisé au sein de l'organisation, soit on a besoin ponctuellement d'un partage de connaissances sur un sujet particulier. Donc, on va pouvoir mettre ça en place. Donc ça, identifier un besoin de compétences particulières, c'est une action. Alors bon, c'est pas vraiment une action de rétro. Ça aurait peut-être dû être mis en premier. Bon voilà, peu importe. Donc voilà, j'ai pas tout relu parce que j'ai dû aller très vite et en fait ça m'a pris ce week-end, j'ai passé environ 8 heures de faire tout ça, de préparer tout ça. C'est une grosse vidéo et on va faire plusieurs vidéos sur le sujet pour tout passer en revue. Donc faire accompagner ou coacher l'équipe sur un sujet, ça c'est un peu la même chose que la formation. Alors accompagner, coacher, c'est pas forcément en mode formation. Une formation c'est quelques jours sur un sujet bien spécifique. Accompagner ou coacher, eh bien ça peut être à la fois plus diffus, plus profond et plus long dans le temps.
Donc, par exemple, dans mon parcours professionnel, à un moment, dans une mission, j'ai été coach DevOps pendant 2 ans, où là, donc, des équipes qui ne fonctionnaient pas, qui fonctionnaient plus ou moins en DevOps, bon, ça dépendait des projets. Un jour, l'entreprise a décidé de mettre en place des chaînes d'intégration continue, déploiement continu, bon, du DevOps pour simplifier, et il fallait accompagner tout un tas d'équipes et de projets sur l'adoption de nouveaux outils. Des nouveaux outils tels que, alors suivant le niveau des équipes, c'était très hétéroclite et il y en avait qui pouvaient déjà être quasiment à la cible DevOps et d'autres qui pouvaient débuter. Donc des outils du style Jenkins, Artifactory, des outils de build comme ça, des outils de déploiement automatisés, etc. Et il fallait accompagner des équipes sur le long terme pour expliquer la démarche DevOps, pour expliquer l'outillage, pour migrer aussi les outils de développement et de déploiement, de développement d'intégration et de déploiement des différents projets, les faire migrer dans des nouvelles pratiques DevOps. Donc ça, c'est plutôt long, mais c'est un accompagnement. Et l'équipe peut ressentir ce besoin d'accompagnement sur un sujet. Alors ça, en général, c'est pas forcément l'équipe aussi qui sollicite un accompagnement, ça peut venir directement de l'entreprise, auquel cas ça peut être une action de rétro. Alors, documenter un sujet connu d'une seule personne. Donc ça, c'est très typique, très classique. C'est quand une seule personne maîtrise un sujet, on appelle ça un single point of failure en anglais. Donc un point unique d'échec, j'imagine, si on traduit en français. Bon, je n'ai jamais essayé de le traduire en français. Donc une personne connaît un sujet très technique, pointu sur le logiciel sur lequel on intervient, et les autres ne le connaissent pas. Et si cette personne part en vacances, on est bloqué. Si cette personne se casse une jambe, on est embêté de manière imprévue. Si on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Ou si cette personne même quitte l'équipe, par exemple parce qu'elle démissionne, ou qu'elle déménage, eh bien là, on se retrouve en difficulté parce qu'on a des points techniques qu'on ne va pas être capable de réaliser. Donc ça, normalement, il faut l'éviter à tout prix. Donc il faut documenter au minimum, mais aussi former. Donc là, si on est dans le cadre d'un single point of failure, on peut organiser une formation pour l'équipe ou organiser un partage de connaissances spécifiques à l'intérieur de l'équipe. Donc au minimum, n'importe quel sujet doit être maîtrisé par au moins 2 personnes. Alors maîtriser, bien sûr, tout le monde ne peut pas être expert en tout, et il y a toujours des gens qui sont plus pointus que d'autres, qui seront vraiment l'expert particulier de tel sujet, mais il faut au moins que plusieurs personnes, minimum 2, mais plus il y en a mieux c'est, comprennent un peu le sujet, les enjeux, et soient capables de reprendre et d'effectuer certaines actions. Donc une des solutions, ça va être simplement de documenter, d'écrire dans une page Confluence, dans un fichier doc, les points essentiels, donc de la part de la personne qui connaît le sujet. Alors pour éviter les single point of failure, on peut mettre en place des binômes sur certains sujets. Ça aussi, c'est une réponse. Donc si on identifie en rétrospective un point, par exemple, très concrètement, ça peut être... Là, on est en vacances, en été, les gens peuvent parfois prendre 1 mois de vacances, c'est pas rare. Donc on a de la chance en France d'avoir autant de vacances, et moi j'aime bien les vacances, donc je critique pas ça, mais on peut très bien se rendre compte pendant une période où quelqu'un est absent pendant plusieurs semaines qu'on se trouve bloqué sur un point technique. Donc à la rétro, on va identifier ça, identifier ce single point of failure, et on va décider que dès que cette personne sera de retour, de congé, on va documenter les aspects techniques qui nous ont manqué, ou alors mettre en place des binômes sur certains sujets, ou alors mettre en place une formation pour éviter de se retrouver bloqué à l'avenir. C'est à ça que sert la rétro. Former un remplaçant, donc ça c'est autre chose. Bon, si quelqu'un part par exemple durablement, quitte l'équipe, on peut former un remplaçant, on peut au moment de la rétro planifier ça, onboarder un nouveau membre, on peut très bien se dire dans une rétrospective, ok, on a quelqu'un qui part, il y a un nouveau membre qui va arriver, il faudra l'onboarder. Donc ça, c'est une action qui n'est pas forcément issue de quelque chose de négatif qui s'est produit, mais qui peut être une anticipation de quelque chose qui arrive. Donc la rétrospective, en fait, elle va pouvoir générer tout un tas d'actions qui ne vont pas être juste effectuer des user stories, développer des user stories, etc. Ça va être tout ce qui va être autour de l'organisation de l'équipe et qui ne va pas être simplement du développement classique d'user story. Définir une procédure ou des documents d'onboarding, c'est lié à l'onboarding. Répartir, organiser les responsabilités techniques des référents. Et bien voilà, par exemple, on va pouvoir cartographier. Donc j'ai d'ailleurs un template de rétro, un sujet de rétro exprès pour ça, pour cartographier les compétences d'une équipe. Et pour identifier les single point of failure. D'ailleurs, je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne, ça me fait penser, il faudra que je fasse une vidéo dessus, avec une petite rétro très simple, et on va pouvoir cartographier toutes les compétences de l'équipe et identifier les risques, les points où il faudrait s'améliorer là-dessus.
Donc ça, voilà, ça va être tout ce qui va être développement de compétences et de connaissances. Bon, peut-être je suis un peu long, je vais essayer d'aller plus vite. Organisation et événements, non, pardon, organisation des événements et fonctionnement collectif. Donc ça, c'est des choses faciles. C'est un sujet facile, mais qu'il faut traiter, qui peut être traité en rétro. Donc ça va être adapter les horaires des différents créneaux récurrents. Donc les créneaux récurrents, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est tous les meetings, daily meetings, sprint planning, iteration planning, iteration planning c'est un autre mot pour dire sprint planning, backlog refinement, démo, revue, rétro, etc. Alors adapter les horaires parce que alors ça m'est déjà arrivé dans une mission dans un contexte international où on travaillait avec des collègues qui étaient en Inde et en Inde ils sont pas sur le même fuseau horaire que nous déjà, donc il y a 3h30 ou 4h30 de décalage, donc en plus c'est avec demi-heure, donc je crois, il me semble, si je me souviens bien, donc c'est un peu spécial, mais surtout en France on change d'heure en été et en hiver c'est pas la même heure, donc il faut trouver des créneaux appropriés pour que les Européens et les Indiens puissent travailler ensemble sans que ça empiète sur des heures de sommeil ou de repas. Et en plus, avec le changement d'heure en été en France, eh bien, parfois il faut changer des créneaux pour pouvoir s'adapter à ces contraintes-là. Donc ça, c'est très classique, hein, c'est pour le bon fonctionnement de l'équipe, bien huilé, ou alors si on a par exemple certains membres de l'équipe qui ne sont pas disponibles à telle heure parce qu'ils ont d'autres obligations quelconques, eh bien, on va pouvoir en discuter en rétro. Donc ça, normalement, c'est assez facile, il suffit de trouver un créneau. Modifier la durée ou la périodicité des créneaux récurrents, pareil. Alors, la périodicité, la durée, parfois les gens... donc en fait, la durée et la périodicité, elle doit être adaptée au volume de travail qui est réalisé. Donc, et qui peut changer en fonction du projet. Ou bon, par exemple, alors ça on n'aime pas trop en tant que Scrum Master, mais parfois des gens veulent réduire la durée de la rétrospective, donc on peut faire des rétros en 30 minutes au lieu de 1 heure. 1 heure c'est déjà court, mais ça peut se faire, ou alors faire une rétro sur 2 parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps, etc. Bon voilà, ce genre de choses, donc qui sont à discuter en équipe et qui peuvent aboutir en action de rétro. Modifier le contenu des créneaux récurrents. Même chose, on peut discuter des créneaux, par exemple les démos revues. Qu'est-ce qu'on présente en démo revue? Est-ce qu'on présente que des slides? Est-ce qu'on fait des vrais démos du produit? Les deux, comment on présente les choses? Tout ça, ça peut se discuter en rétrospective. Réévaluer la pertinence de certains créneaux. Alors, c'est pas forcément des créneaux agiles parce que y a plein et donc ça va avec le point d'après. Supprimer ou fusionner des réunions devenues inutiles. Ça se produit souvent quand on fait une transition vers l'agilité. Il y a tout un fonctionnement traditionnel de l'entreprise avec tout un tas de réunions et de meetings. Et par-dessus, on rajoute le fonctionnement de l'agilité. Donc, avec tout ce que j'ai dit, daily, iteration planning, backlog refinement, démo, revue, rétro. Donc, tout ça, ça peut venir se rajouter à des meetings qui existent déjà et ça peut faire doublon. Donc, ça arrive, c'est typique dans les organisations qui se mettent à l'agilité. Alors, bien sûr, quand on se met à l'agilité, on ne découvre pas la gestion de projet comme une révélation. On ne faisait rien avant et d'un seul coup, il y a l'agilité. Non, en général, ça remplace d'autres pratiques qui existaient, qui peuvent être dans d'autres frameworks d'organisation. Eh bien, va falloir rationaliser un peu tous ces meetings. Donc, ça peut se discuter en rétro. Organiser ponctuellement un atelier. Bon, voilà, par exemple, sur de la formation, on l'a dit plus haut. Ensuite, donc grande catégorie suivante, documentation, rangement, hygiène de l'information. Bon, ça c'est assez basique, donc vous voyez ici je vous ai mis des petits ustensiles de ménage. Donc ça va être nettoyer ou réorganiser le Jira, faire le ménage de ce qui n'est plus du tout utilisé, de ce qui n'est plus à jour, ranger Confluence, archiver les pages obsolètes, simplifier les documentations ou renforcer sur certains points, faire un petit peu de ménage, quoi, tout simplement réorganiser des dossiers, mettre à jour de la documentation qui est périmée et qui nécessiterait d'être mise à jour parce que, par exemple, quelqu'un a voulu faire une documentation pour se connecter en SSH à tel serveur et on voit que il a suivi la documentation et s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce que je sais pas, les clés, la technologie des clés ou que sais-je a changé et la documentation qu'il a suivie ne fonctionnait pas et il a galéré. Et bien là, à cette occasion, on peut dire ok, ces documentations, elles ont une bonne raison d'être, mais elles sont périmées, donc on va les mettre à jour. Supprimer des doublons ou des informations contradictoires, bon, tout ça, c'est la même chose, c'est du rangement, je passe assez vite. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter sur cette dernière catégorie amélioration et processus des règles de travail pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et il y aura toute une série de vidéos pour tout le reste. Donc là, on va en faire 26, ça fait à peu près un quart. Et on fera la suite. La partie verte qui concerne l'équipe, on va la faire en 2 fois. Et après, une vidéo pour chaque... là, j'ai mis portée. Alors, j'aurais peut-être dû mettre périmètre.
périmètre, c'est peut-être mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un meilleur mot. Donc, amélioration du processus et des règles de travail. Alors ça, c'est des actions. Donc là, j'ai mis processus de travail. C'est une carte au trésor avec plusieurs étapes jusqu'à ici le trésor qui représente le produit et la valeur produit. Alors, processus de travail de l'équipe, interne à l'équipe. Donc là, comme on reste sur l'équipe, on va pas être processus de build, etc. Quand on ira sur le produit, on aura des actions spécifiques sur processus d'intégration, de build, etc. Mais là, au niveau de l'équipe, donc l'organisation de l'équipe, ça, ce genre d'action, c'est typique des actions de Scrum Master. Les Scrum Masters parfois aiment bien se pencher sur les processus agiles, améliorer le processus agile, etc. en rétro. Moi, je trouve que c'est pas forcément ce qui a le plus de valeur et c'est pas forcément la rétro qu'on doit utiliser pour traiter ça parce qu'en général les processus agiles, enfin moi de mon point de vue, je trouve que Scrum Master peut proposer en connaissant l'équipe des processus directement sans forcément que ça soit trop discuté. Surtout, ça n'intéresse pas bien souvent les équipiers. Même si, en tant que Scrum Master, on peut avoir l'impression que les gens adorent l'agilité et veulent faire de l'agilité, que c'est leur principale zone d'intérêt. En réalité, non. La plupart du temps, les team members, les développeurs, etc., ne s'intéressent pas spécialement à ça et ils veulent juste qu'on leur propose des choses qui fonctionnent directement par rapport à leurs besoins, sans avoir spécialement à cogiter. Et c'est le rôle du Scrum Master de proposer quelque chose qui convient bien à l'équipe. Mais bon, on peut quand même identifier des actions de rétro. Malgré tout, ça peut, suivant les contextes, ça peut être utile. Donc créer ou améliorer une definition of ready ou une definition of done. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la tarte à la crème des Scrum Masters, proposer des definition of ready et des definition of done. Donc d'ailleurs, il y aura des vidéos sur la chaîne à ce sujet. Il y en a peut-être même une. Oui, je crois qu'il y en a une dans le cours sur l'agilité à l'échelle. Donc on y reviendra plus en détail. Clarifier les étapes de traitement d'un sujet, backlog refinement, Kanban d'affinage. Donc quand un nouveau sujet arrive, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'affiner, donc c'est-à-dire pour le préparer afin que ça se transforme en user story, être embarqué dans un sprint. Parce que les sujets n'arrivent pas comme ça par magie. Bien souvent, donc ça vient du ou de la product owner, mais l'équipe tout entière doit contribuer son affinage, son cadrage, etc. Et ça peut être assez long. Il peut y avoir tout un processus. Donc là, ça peut être intéressant, ce genre d'action. Améliorer le processus de test, validation, déploiement donc de l'application. Donc là, si on est au niveau équipe organisationnelle, on ne parle pas forcément de la technique, mais qui doit tester, quand, pourquoi, à quel moment. Est-ce qu'on définit par exemple un Kanban une fois que le développement est terminé avec des colonnes, tests, validation, plusieurs étapes de validation. Dans certains projets où l'exigence de qualité, où il y a tout un tas de normes, où il y a une grosse exigence de qualité, on peut avoir un processus de test, validation, déploiement extrêmement sophistiqué avec énormément de tests de plein d'acteurs différents. Et il peut y avoir 10 étapes avant d'arriver en prod, voire plus, voire 50, etc. Donc s'il y a une forte exigence de qualité, si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de bug et qu'on soit sûr que le logiciel correspond à ce qu'on a demandé au départ. Donc, eh bien, ça peut nécessiter la définition d'un processus complexe. Donc ça, c'est après le développement, une fois que le développement est terminé. Et ce processus complexe, l'équipe peut très bien participer, même en général, non seulement elle peut, mais elle doit, parce que tout ce qui est test, validation, déploiement, c'est aussi beaucoup de choses techniques où l'équipe doit prendre part à la définition au moins de la manière dont ça doit se faire. Accélérer les processus, réduire les frictions divers, ça c'est voilà. Ça, c'est un peu générique, mais de toute façon, tout est générique. Bon, c'est plus ou moins générique, plus ou moins abstrait. Mais voilà, donc ça, c'est améliorer les processus de fonctionnement de l'équipe. Donc voilà, pour l'équipe, il nous reste encore un certain nombre de typologies d'actions. Donc ça, on les verra dans une prochaine vidéo. Donc je répète, tout ça, c'est pour vous inspirer comment accompagner votre équipe au mieux. Alors soit vous avez votre propre expérience, mais bien sûr cette chaîne elle est faite aussi surtout en mode pédagogique pour les Scrum Masters ou coach agile, etc. Débutants. Et donc c'est l'aspect toolkit, ça vous donne tout un tas de schémas d'action qui peuvent vous inspirer, que vous pouvez réutiliser pour accompagner vos équipes. Si jamais les équipiers n'ont pas d'idée d'action comme ça, ou si vous voulez proposer, si vous voulez lancer quelque chose, eh bien, la première des choses, ça serait quand l'équipe discute d'un problème, identifier quel périmètre ça concerne. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le contexte de l'équipe? Ou est-ce que c'est la planification et l'organisation par rapport au produit, de l'équipe par rapport au produit?
Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, vous avez tout un catalogue d'actions que vous allez pouvoir utiliser ici comme inspiration pour résoudre les difficultés que votre équipe rencontre, qu'elle exprime lors d'une rétrospective. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop long et que c'était assez clair. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ce catalogue d'actions utile. On va continuer de le parcourir, donc il y aura plusieurs vidéos parce que chaque typologie, chaque catégorie, il y a des choses intéressantes à dire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.